Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Merci aussi de m'avoir invité pour vous parler d'un sujet finalement assez complexe. J'ai décidé de vous le présenter à travers mon expérience personnelle ou celle de mon équipe. J'ai sous-titré une trajectoire bio-psychosociale pour décrire ce trajet du binge eating à l'obésité sévère. Alors on va parler de tout ça. D'abord, dans le DSM-5, le binge eating disorder est devenu un trouble mental à part entière, c'est plus quelque chose d'indéterminé. Mais ce n'est pas encore une addiction comportementale. Seul le jeu pathologique a été reconnu comme tel, mais je pense que c'est pour bientôt et vous allez comprendre pourquoi. Je vais donc essayer de vous défendre et de vous convaincre, défendre l'idée de vous convaincre que ces troubles du comportement alimentaire compulsif décrivent un continuum qui vont des formes subsyndromiques à des formes sévères. Et tout ça, on l'englobe sous le terme alimentation émotionnelle. Alors c'est très important pour un clinicien parce que c'est un indice de vulnérabilité psychique. Et qui dit ça, dit s'intéresser à la vie, à l'histoire de vie difficile de nos patients, qui présentent d'ailleurs souvent des comorbidités psychiatriques de l'axe 1, c'est-à-dire dépression, anxiété, etc. Et donc, je vais essayer de vous convaincre que c'est bien un phénotype comportemental qu'il ne faut pas négliger, et qui a deux composantes, l'impulsivité, alors pour mémoire, ça vient de impellere, c'est action de pousser, et la compulsivité, ça vient de compellere, la contrainte. Je me suis toujours beaucoup interrogé pourquoi les uns parlaient d'impulsivité et les autres de compulsion. Le compulsivité est assez peu utilisé par les anglo-saxons. Et puis enfin, pour moi maintenant, l'obésité c'est bien une maladie de ce cerveau biopsychosocial déjà décrit depuis longtemps par John Blundell. Et ce cerveau biopsychosocial paraît peut-être plus important encore chez l'obèse que le cerveau biométabolique. Il faut donc une approche biopsychosociale pour décrire ce phénomène. Alors je vais vous parler de tout ça en trois parties. Et d'abord, revenons à la clinique. Alors pourquoi s'intéresser au binge eating disorder ? Au départ, comme tout le monde, je m'y suis intéressé parce que c'était le seul TCA bien décrit dans la littérature. Les autres, c'est beaucoup plus flou. Je ne vais pas revenir en détail sur les 5 critères. Ce sont des accès hyperphagiques, donc avec des grandes quantités de nourriture qui sont consommées rapidement, avec le sentiment d'une perte de contrôle. Et puis vous voyez qu'il y a 3 sur 5 au moins des symptômes qui doivent être présents, la rapidité de la prise alimentaire, la répétition gastrique douloureuse, manger sans faim, manger tout seul en cachette, se culpabiliser, etc. Il y a une détresse psychologique, et puis surtout, dans le DSM-5, il y a maintenant un critère qui s'est un petit peu assoupli, ce n'est plus qu'une fois par semaine pendant 3 mois, alors que dans le DSM-4, c'était 2 fois par semaine pendant 6 mois. Et puis il n'y a pas de comportement de purge, sinon c'est de la boulimie. Alors voilà comment on peut essayer de représenter les choses. Vous avez un continuum, du grignotage au binge eating. Quand il n'y a pas de vomissement, eh bien on devient obèse, évidemment, si c'est sévère. Quand on a des purges ou des comportements de purge ou d'un exercice intensif, on peut rester de poids normal. Le diagnostic n'est pas si facile, parce que les gens ont du mal à en parler, il peut y avoir du déni. Et donc en fait, ça peut commencer par du plaisir, et puis ensuite vous voyez, le curseur va glisser vers la droite, on mange en situation de stress, c'est lié à l'anxiété, à la dépression, et puis il y a l'impulsivité qui joue un rôle, on passe à la perte de contrôle, on devient compulsif et finalement on tombe dans l'addiction. Et évidemment, on passe par là d'un stade de physiologique, le grignotage c'est totalement physiologique, tout le monde grignote, un stade de psychopathologie, et derrière tout ça, il y a cette vulnérabilité psychique, c'est-à-dire les événements de vie, est-ce que le sujet est capable de les affronter, est-ce qu'il a des capacités de coping, est-ce qu'il y a des mécanismes de défense qui vont pouvoir le protéger. Et donc moi je vais m'intéresser plus particulièrement à cet aspect de TCA compulsif, des compulsions subsyndromiques, comme on les appelle maintenant, au binge eating disorder. Alors d'abord, une première étude pour vous montrer la difficulté du diagnostic. On a comparé ici 2 approches qui sont séquentielles parce qu'on a commencé par distribuer des autoquestionnaires, et on fait ça depuis 15 ou 20 ans dans le service, à l'entrée de patients candidats à la chirurgie bariatrique. Ils sont naïfs, ils sont tout neufs, ils ont assez rapidement des autoquestionnaires. Et puis, ensuite, ils ont un parcours de préparation. Chez nous, ça dure 6 à 12 mois, 9 mois en moyenne, où il y a plusieurs séances, au moins 5 séances de groupe de thérapie cognitivo-comportementale. Les gens vont parler d'eux-mêmes, ils vont échanger. Et puis en fin de parcours, vous avez l'expertise par le docteur Witkowski, qui est un psychiatre, qui a vu tous les patients. C'est un exercice, c'est un entretien formalisé qui a permis donc d'aboutir à un diagnostic très précis. On va étudier ici 340 sujets. Vous voyez, IMC à 46, ils ont 40 ans. Et voyez ce qu'a pu donner l'exploration par auto-questionnaire. On aboutit à 25% de binge eating, 34% de compulsion subsyndromique et 41% de sujets sans compulsion. C'est la définition du DSM-4 à l'époque. C'est à peu près la prévalence attendue.
Que dit le psychiatre? Eh ben, il dit des choses totalement différentes. Lui, il trouve 38% de binge eating, 42% de compulsions subsyndromiques et 20% de sujets normaux. Vous voyez qu'il y a 80% de TCA compulsifs, c'est beaucoup plus qu'avec l'approche précédente. Et donc, une des clés, c'est que durant ces quelques mois de TCC, le sujet va pouvoir développer ses capacités d'introspection, baisser ses défenses quand elles sont rigides, peut-être mentaliser un peu plus ses affects et les verbaliser. Et donc, on aboutit à un diagnostic beaucoup plus important. Alors, l'intéressant, c'est de regarder les discordances. Il y a quand même 114 patients, soit un tiers, qui sont totalement discordants avec les deux approches. Alors d'abord, il y a les faux négatifs pour les autoquestionnaires. Alors ça, c'est intéressant parce que on aime tous les autoquestionnaires. Ces faux négatifs nous posent des problèmes. Il y a les 2 tiers qui sont reclassés en compulsifs par le psychiatre. Elle est très bonne. Et puis, parmi ces faux négatifs, il y a 58 patients qui ont des autoquestionnaires que moi j'appelle lisses. C'est-à-dire qu'ils répondent le plus banalement possible. Le moins possible, et quand ils font comme ça concerne tous les autoquestionnaires ou presque, enfin en tout cas ceux qui parlent des choses importantes, la Binge Eating Scale, le DEBQ et la HAD qui est l'anxiété et la dépression. Alors on peut se dire assez facilement, c'est un biais de désirabilité sociale, ils veulent minimiser les TCA, comme ça ils seront opérés plus facilement. Mais ça fait bien longtemps qu'on opère maintenant dans le service les bingers, on les contre-indiquait quand il y avait juste les opérations restrictives comme l'anneau ou la gastroplastie verticale calibrée. Et puis il y a les gens qui ressentent pas grand-chose. On appelle ça des anosognosiques. J'y reviendrai peut-être un petit peu. Et puis il y a peut-être les gens qui ne comprennent pas ce qui est marqué sur les questionnaires. Ça, c'est la littératie en santé. C'est encore un autre problème. Et puis ensuite, il y a des faux positifs. Alors là, c'est 6%, c'est pas beaucoup. Alors, ouf pour nous, la psychiatre les a tous trouvés grignoteurs ou hyperphages à table. Sauf un. Et puis enfin, vous avez ceux qui sont non compulsifs dans les deux approches, c'est-à-dire 12%, ça fait quand même pas grand-chose. Alors allons un peu plus loin et essayons maintenant d'évaluer la nouvelle approche du DSM-5 qui consiste à classer les gens, beaucoup plus que dans le DSM-4. Et là, vous voyez qu'il y a 4 catégories de binge eating. Il y a le léger, c'est le standard 1 à 3 binge par semaine. Il y a le moyen, le grave et l'extrême. Et puis, il y a les rémissions partielles, ça c'est moins d'1 fois par semaine. Et puis, il y a les rémissions totales. Il n'y a plus de binge eating depuis un temps suffisant. Je vous rappelle que dans le DSM-5, on regarde le binge eating de la vie durant. Donc, on va regarder tous les antécédents. Et puis nous, on aime bien cette classe des crises compulsives subsyndromiques, c'est-à-dire que ça ressemble fort à un binge, mais on ne peut pas dire que c'est un binge parce qu'il n'y a pas tous les critères. Alors voilà, cette classification qu'on a fait d'après les autoquestionnaires, parce que c'est les autoquestionnaires qui nous ont permis de voir ça de façon systématique. Et là, j'utilise le DEBQ, qu'on aime beaucoup parce que vous avez un score d'alimentation émotionnelle, c'est quand on mange, quand on a des affects négatifs. L'externalité, c'est la grande sensibilité qu'on a à manger quand on voit des aliments agréables et palatables. Et la restriction cognitive, vous connaissez tous. Eh bien, de 1 à 5, du sans compulsion au subsyndromique jusqu'au binge sévère, il y a vraiment une progression dans ces scores de désinhibition que représente l'alimentation émotionnelle, l'externalité. Alors, ce n'est pas parfait, c'est un peu mieux avec la Binge Eating Scale, où là, la différence est importante. Ensuite, ceux qui ne sont pas compulsifs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils grignotent. Voilà, on a ici fait toutes les combinaisons possibles, de G1 à G8, et vous avez au centre de l'histogramme la prévalence en pourcentage. On peut voir qu'on a 80% de compulsifs, mais le reste, ce sont des grignoteurs. Il n'y a que 2% de gens qui n'ont pas de TCA du tout. Peut-être qu'ils sont totalement anosognosiques, ceux-là, ou peut-être qu'ils n'en ont pas, finalement. Et donc, quand on regarde les scores de la Binge Eating Scale et de l'alimentation émotionnelle, on distingue très clairement ces deux populations, les compulsifs des non-compulsifs. Les réponses à ces autoquestionnaires sont vraiment différentes. Les différences sont hautement significatives. Et je vous rappelle que le diagnostic ici a été fait par le psychiatre qui ne regarde pas les autoquestionnaires. Ce n'est pas sa culture. Alors, vous avez compris qu'on a beaucoup de compulsifs, mais il y en a beaucoup qui font les trois à la fois, puisqu'il y a 52% de grignoteurs, autant chez les femmes que chez les hommes. Et pour l'hyperphagie prandiale, 57%, ces messieurs sont un peu plus souvent hyperphages prandiales. Alors ensuite, voyons cette histoire de vulnérabilité psychique, et on va regarder ici les antécédents psychiatriques de ces patients. Il s'agit ici d'une grande série, c'est le premier tome de cette étude, le deuxième tome est en cours, il y a plus de 700 sujets, il y a quand même 20% d'hommes, ce qui est important parce qu'il y a évidemment un effet sexe qui est différent. Vous voyez ici la prévalence des troubles de l'axe 1, les addictions.
Vous voyez un peu la prévalence des addictions, 62% chez les hommes, 40% chez les femmes. Les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les phobies, les tentatives de suicide sont importantes. 8% d'antécédents de tentatives de suicide chez les femmes. Vous voyez qu'au total, vous avez 75% des femmes et 80% des hommes qui ont des antécédents psychiatriques. C'est quand même pas rien. Pour les addictions, vous voyez la prévalence. Alors c'est surtout le tabac et l'alcool qui comptent, bien sûr plus chez les hommes que chez les femmes. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le binge eating? Dans cette série-là, on avait 20% de binge eating chez les hommes et 31% chez les femmes. Et puis, à peu près comme tout à l'heure, les compulsions subsyndromiques, 60 à 70%. Alors, voilà les liens, ils sont très forts. Chez les hommes, ce sont les addictions qui comptent. Et vous avez un facteur 2. Vous avez ici la prévalence du binge en fonction enfin, la prévalence des sujets, la prévalence du binge eating en fonction de la présence d'addiction. Et vous avez ici l'effet des antécédents de troubles de tentatives de suicide, de troubles anxieux, de troubles de l'humeur et de l'addiction chez les femmes. Donc manifestement, cette fragilité psychique est un facteur de risque majeur du binge eating. Voyons maintenant les histoires de psychotraumatisme ou de carence affective. On les retrouve chez 60% des hommes et 82% des femmes. C'est quand même pas rien. Alors c'est surtout de la pathologie abandonnique, et vous avez la liste de ce qu'on a étudié de façon systématique. Carence affective, histoire abandonnique, parentisation, séparation, deuil. Vous avez aussi les violences directes ou indirectes, et même les abus sexuels, 11% chez les femmes, presque 2% chez les hommes. Voilà le lien avec le binge eating. Ce binge eating, il est tout à fait associé aux abus sexuels, aux violences directes ou indirectes et aux carences affectives chez les femmes. Chez les hommes, on retrouve le lien, un lien fort avec les carences affectives. On a donc finalement, effectivement, une vulnérabilité psychique qui est liée à des événements de vie qui ne sont pas très drôles. Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça, et pour ce faire, je vous propose ce modèle intégratif, et là je veux rendre hommage à Nathalie Rigaille, parce que c'est en reviewant un de ses projets de recherche que j'ai utilisé cette présentation graphique. Elle m'a beaucoup servi, elle m'a beaucoup influencé à l'époque. En effet, le but c'est de comprendre cette espèce de boîte noire. Pourquoi les gens dérivent vers le binge eating ou vers l'obésité? Avec toute une question qui est de savoir, est-ce que cette dérégulation s'apporte sur l'obésité, sur le binge eating? Ça c'est une question qui est difficile. Donc en fait, il y a trois possibilités. Ça peut être le contrôle homéostatique, la faim, la satiété qui est perturbée. Ça peut être le système de récompense. Et on verra qu'il y a une augmentation de la sensibilité au plaisir alimentaire. Luc en a déjà parlé. Et donc finalement, ce cerveau biopsychosocial, il joue un rôle absolument important. C'est le contrôle hédonique, c'est le circuit de la récompense, c'est le centre des émotions et des plaisirs. C'est extrêmement important. Et puis finalement, il y a aussi le contrôle inhibiteur. Le contrôle inhibiteur, c'est le pouvoir de dire non, mais c'est aussi d'autres fonctions exécutives frontales, comme la flexibilité cognitive. Et ça, c'est la région inhibitrice corticale frontale. On a vu tout à l'heure que dans le Prader-Willi, les trois boîtes étaient perturbées. Et donc, quand ça ne marche pas bien, on a une dysrégulation. Et je vais essayer de vous montrer le rôle de l'impulsivité et de la compulsivité dans tout ça. Alors, moi, je suis maintenant persuadé que tout ça, ça tient à la plasticité neuronale. On va modifier nos circuits neuronaux dans une de ces trois boîtes en fonction des événements de vie, d'un apprentissage, d'un conditionnement. Et quand ça tourne mal, eh bien, on devient addict. Alors, comment est-ce qu'on peut, en deux diapos, essayer de comprendre le rôle de l'impulsivité et de la compulsivité? Et donc, j'ai utilisé ce schéma de Robin, que j'aime beaucoup, qui est basé sur des études de psychologie cognitive ou de neurobiologie avec de l'imagerie fonctionnelle. Vous voyez ici toute une série, que je ne vais pas traduire ni interpréter maintenant, toute une série d'études sur des concepts, sur des méthodes, sur des paradigmes, dans ces deux cadres que sont l'impulsivité et la compulsivité. Puis vous voyez qu'il y a une zone commune. Il y a des gens qui ont les deux. Et vous avez les problèmes psychologiques ou psychiatriques qui sont associés à ces deux états. Vous voyez que pour l'impulsivité, c'est plutôt les accès maniaques, ça ne surprend pas, les personnalités borderline, bien sûr, les troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, ça fait quand même du monde. Et puis de l'autre côté, vous avez les troubles obsessionnels compulsifs, vous avez la schizophrénie et l'autisme, et tiens, les addictions aux substances et les TCA partagent les mécanismes de ces deux grandes dimensions. Et donc laissez-moi vous proposer ces quelques commentaires pour définir l'impulsivité. Alors là, je me suis référé au DSM-5 que j'ai beaucoup lu, ça tombe bien parce qu'il vient de sortir en français. Qu'est-ce que c'est que l'impulsivité? Eh bien, ce sont des actions sur un coup de tête en réponse à des stimuli immédiats. Ce sont des actions dans l'instant, sans projet ni considération pour les conséquences. Bon, en résumé, ce sont des actions inappropriées. Et donc, ça pourrait expliquer le passage à l'acte ou la perte de contrôle dans le binge eating disorder, évidemment. La compulsivité, maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un trait qui explique la répétition persistante des actions en dépit des conséquences défavorables. On voit bien l'exemple des TOC. Les actions sont donc aussi inappropriées par rapport à la situation, par rapport au but du sujet.
Et donc cette compulsion, en fait, c'est une contrainte, comme je l'ai déjà annoncé, elle est intérieure, elle est irrépressible, et elle est générée par l'angoisse. Et en quelque sorte, elle a un effet anxiolytique, cette compulsion. Mais il est ponctuel, c'est pour ça qu'on la répète, et c'est pour ça que les comportements sont répétés, et d'ailleurs cette répétition amène une culpabilité. Et donc finalement, l'addiction, ça pourrait être compris comme des compulsions qui aboutissent à un phénomène de tolérance. On sait bien chez l'alcoolique qu'on commence par boire un petit peu, puis après les volumes augmentent pour avoir le même effet. Et donc finalement, on pourrait aussi se dire que la compulsivité, c'est une dérégulation pathologique du processus d'apprentissage. Donc on apprend à faire quelque chose qui nous soulage, et puis ça tourne mal, ça tourne à l'addiction. Alors comment est-ce qu'on peut aller plus loin du côté neurobiologique? Ben, rassurez-vous, je ne vais sûrement pas vous commenter ces petits dessins, je les trouve magnifiques, mais c'est un peu compliqué quand même. Hein, c'est le voile du système de la récompense. Vous avez à gauche, le système normal, où on peut respecter la physiologie, hein, le système marche correctement, et puis vous avez à droite un système qui devient impulsif et compulsif dans ses modalités, et donc ce circuit de la récompense est fortement perturbé. Et pour Kessler, qui a fait une magnifique revue de la littérature tout à fait récente là-dessus, il y a 5 facteurs qui jouent, et qui sont majeurs: la diminution de l'inhibition corticale, l'augmentation de l'attirance pour les aliments, l'augmentation du wanting et du liking, et la diminution de la sensibilité à la récompense, et puis finalement, tout ça est modulé par des facteurs génétiques et comportementaux. Alors, est-ce qu'on a des arguments pour penser que c'est vrai? Eh bien, là, je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer cette étude de Johnson et Kenny, qui est célèbre, hein, qui est finalement une démonstration expérimentale qu'on peut devenir binger. Hein, il suffit de prendre un régime cafétéria. Donc ce régime cafétéria, c'est du rare, hein, qui est un high fat diet, va provoquer une hyperphagie, une augmentation du poids. On va d'abord avoir dans un premier temps une hyperstimulation du système de récompense. Et puis progressivement, on va avoir une down-regulation du nombre des récepteurs à la dopamine dans le striatum, et donc la réponse va être diminuée, et donc pour compenser, on va avoir une prise alimentaire compulsive. Alors comment est-ce qu'il a démontré tout ça? Si je peux résumer, vous avez ici la consommation énergétique. Bon, les rats qui mangent des croquettes, hein, c'est à gauche, et puis la deuxième série d'histogrammes, ce sont des rats qui ont eu un accès à ce régime cafétéria pendant 1 heure. Ben, ils en ont profité, hein. Ils ont bingé. Et vous avez le total des calories en blanc, et puis vous avez en noir les calories qui viennent des croquettes. Donc quand ils peuvent binger, eh ben, ils mangent moins de croquettes. Hein, ils prennent le régime cafétéria, on les comprend. Ensuite, quand vous avez un accès illimité, enfin presque, de 18h à 23h à cet accès cafétéria, ben vous voyez que vous ne mangez plus les croquettes, vous mangez que le régime cafétéria. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau pondéral? Eh bien, on a une prise de poids qui augmente évidemment avec l'accès aux calories et la quantité de calories consommées. Et puis, vous avez des bons répondeurs en termes de poids et des mauvais répondeurs. Et on voit qu'il y a une proportionnalité évidente entre la baisse des récepteurs à la dopamine chez ceux qui prennent beaucoup de poids. Et donc, on a un lien de cause à effet, hein, entre cette baisse des récepteurs à la dopamine et la prise de poids. Et donc ça se passe exactement comme dans l'addiction aux drogues. Alors finalement, si on se résume avec ce dessin de Stis, au départ, on a probablement un hyperfonctionnement du cortex gustatif et somatosensoriel, donc on est plus sensible, comme l'a dit Luc, à ces stimuli. On a donc une augmentation du plaisir de manger, mais ça peut aller jusqu'à l'anticipation, hein, de la récompense. On va donc être vulnérable pour l'hyperphagie et le binge-eating, mais ceci va conduire à une down-regulation des récepteurs à dopamine d'un côté et à la prise de poids de l'autre. Et donc cette down-regulation des récepteurs à dopamine, hein, elle va augmenter la vulnérabilité. Hein. C'est la théorie hypodopaminergique de l'addiction. Hein. Pour les obésologues, c'est la reward deficit théorie. Il y a des modérateurs, évidemment. Je citerai juste des facteurs génétiques. Vous avez des polymorphismes génétiques de ce gène du récepteur DRD2 qui font que le nombre des récepteurs est diminué. Et bien ces gens-là, ils bingent plus et ils prennent plus de poids. Et puis, une étude vient de sortir qui m'a un peu surprise parce qu'elle contredit les travaux de l'équipe de Karine Clément. Hein. Vous avez chez plus de 800 obèses suisses traités par chirurgie bariatrique, suivis pendant 6 ans avec pratiquement pas de perte de vue. Vous avez cette mutation rare qui est associée au binge eating et à la perte de contrôle et qui pourrait expliquer une partie des échecs de la chirurgie bariatrique à 6 ans. Alors justement, parlons de chirurgie bariatrique. Je vais tâcher de vous montrer que le court-circuit gastrique, ça répare le cerveau du binger. Hein, tout simplement que ça joue à la fois sur le contrôle homéostatique et sur le contrôle hédonique des conduites alimentaires. En quelque sorte, je vais vous dire que la chirurgie, ça provoque un sevrage de l'addiction. C'est trop beau, évidemment, vous êtes deviné, hein, c'est un peu trop beau. L'effet est probablement incomplet et transitoire parce qu'il y a souvent des récidives. Et je vous montrerai quand même quelques études tout à fait récentes qui montrent que le binge eating peut réapparaître. Alors,
je ne vais surtout pas commenter dans le détail ces études de neurobiologie, c'est compliqué, et puis il y a des tas d'air. On va simplement ici regarder les conclusions. Eh bien, le court-circuit gastrique versus l'anneau gastrique, et on a comparé 20 sujets qui avaient un anneau et 21 sujets qui avaient un court-circuit gastrique, et puis on a un groupe témoin. Ça va diminuer ce court-circuit gastrique, la stimulation du système de récompense, et ça marche mieux que l'anneau, le court-circuit gastrique. Ça va donc diminuer l'intérêt pour les aliments hypercaloriques, ça va diminuer l'apport de lipides, il n'y a pas d'effet sur la faim et sur la restriction cognitive. L'effet passerait par l'augmentation du GLP1 du peptide YY, et donc finalement, ce serait salvateur vis-à-vis des anomalies du contrôle hédonique de la prise alimentaire sur le court-circuit gastrique. Et là, on voit un truc qui m'a plu, c'est que l'externalité, mesurée par le DBQ, elle est améliorée par le court-circuit gastrique et pas du tout par l'anneau. Deuxième étude, que je vais commenter aussi très rapidement, on retrouve à peu près la même chose. Vous voyez que les images sont très belles. On va améliorer le contrôle hémostatique, on va restaurer le contrôle inhibiteur et on va modifier la réponse hédonique. Il s'agit ici de sujets obèses qui ont eu un court-circuit gastrique. On a fait ici du PET scan, on a fait des études de consommation alimentaire en regardant à jeun ou en postprandial, et puis on a mis de la somastostatine pour bloquer les effets des peptides digestifs. Ça, c'est quand même très élégant. Et donc, on peut donc comparer avec ou sans somatostatine, et on voit que ces peptides digestifs expliquent cette sensation d'inconfort digestif, de plénitude gastrique après le bypass, et la limitation de la prise alimentaire et l'activation du système de récompense. Donc on explique un peu tout ça grâce à cette imagerie fonctionnelle. Et puis finalement, une petite dernière, dont je ne vais pas non plus commenter en détail la méthodologie, vous voyez que c'est magnifique en termes d'image. Ici, il s'agit de démontrer que la perte de poids ou l'amélioration du contrôle glycémique, parce qu'ils étaient diabétiques, va modifier la réponse hédonique à la prise alimentaire. Et on retrouve ici, c'est pour ça que je vous le montre, ces deux aspects d'étude de la motivation, le wanting et le liking. Eh bien, on voit qu'on a un effet sur les deux. Et donc, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous rappelle que le wanting, c'est la motivation, c'est je veux manger, c'est la dopamine. Et le liking, c'est plutôt le plaisir, c'est le penchant, c'est plutôt le GABA et les opiacés. Donc, on voit que on répare beaucoup de choses avec la chirurgie. Alors pour autant, est-ce que l'affaire est réglée? Ben non. Voilà une belle étude qui a été publiée par Kaufman en 2010. C'est presque 500 sujets. C'est une étude basée sur Internet. Oui, c'est quand même bien Internet. Je regarde Sébastien. Ce sont des gens qui étaient des bons répondeurs à la chirurgie bariatrique, puisqu'il y avait quasiment 100% de bons résultats avec une perte de poids importante. À 4 ans, ils avaient perdu à peu près 70% de leur excès de poids, ce qui est très bien. Mais quand même, ils ont repris du poids. C'est là que l'étude est subtile. Vous avez ici la distribution des sujets selon la reprise de poids, donc ils n'ont pas repris beaucoup, parce que là c'est le pourcentage de reprise de poids par rapport à la perte de poids. Vous avez 70% des sujets qui ont repris du poids, mais c'est moins de 20% de leur perte de poids. Donc c'est un petit peu quand même. Eh bien, quand on regarde comment c'est corrélé avec la perte de poids, comment la perte de poids est corrélée avec les éléments du comportement alimentaire, eh bien on voit bien que la reprise de poids est corrélée au grazing, c'est-à-dire le grignotage compulsif, au binge eating et aussi à la perte de contrôle. Parce que l'idée de ces auteurs, c'est de dire qu'après la chirurgie, les TCA compulsifs changent de forme. On ne peut pas manger autant, donc les troubles vont devenir plus subjectifs et on peut se mettre à grignoter toute la journée. C'est bien la même chose qui est démontrée par l'équipe de Waden. Alors c'est amusant parce que c'est le tome 2 que je vous présente ici, qui vient de sortir. La première publication avait dit, et c'est la pensée unique dominante à l'heure actuelle, la chirurgie, ça, binger ou pas binger, ça marche. Dans les consensus d'experts, c'est ce qui a été dit longtemps. Je vais essayer de vous faire changer d'avis avec cette deuxième étude. Et là, donc, c'est ici monsieur ou madame Chao qui publie ça dans Obésité en 2016. Ils ont comparé des gens qui ont suivi 2 ans. Donc, c'est ni randomisé, c'est de l'observation, c'est assez bas de gamme en termes de méthodologie, mais quand même c'est hyper informatif sur le plan du fond. En effet, on va comparer des sujets opérés par chirurgie bariatrique qui n'avaient pas de binge, des opérés qui avaient du binge au départ, à des bingers qui ont été traités médicalement. Vous voyez les âges et les IMC. Alors, il n'y a pas photo, évidemment la chirurgie marche mieux que le traitement médical, ça on le savait déjà, mais quand même ça ne marche pas si mal puisqu'ils perdent quand même 5 ou 6% dans le groupe traitement médical. Vous avez les bingers, eh bien les bingers, au départ, avant d'être opérés, ils perdent quand même moins de poids à 2 ans que les non-bingers. C'est 19 contre 24. Mais ce n'est que 2 ans, on peut imaginer que ça monte. De façon intéressante, ils ont séparé les anneaux des bypass. En haut les anneaux, en bas les bypass. Eh bien vous voyez que dans les 2 groupes, on retrouve une différence. Alors ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que le binge change d'aspect.
Au départ, c'est un binge objectif, et vous avez les 3 groupes, évidemment, ceux qui n'ont pas de bed, mais ils n'ont pas de bed. Vous avez les opérés qui avaient un bed. Vous voyez qu'avec la chirurgie, le binge typique, définition officielle, probablement du DSM-4 à l'époque, eh bien, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et c'est vrai aussi dans le traitement médical. Mais par contre, vous avez avec le temps, et vous avez T0, T12 et T24, et on voit qu'on a une augmentation qui augmente avec le temps, qui est plus importante avec le temps, eh bien, on voit apparaître des binges subjectifs, c'est-à-dire de moindre volume, mais qui sont aussi des troubles compulsifs. Et on peut donc imaginer qu'avec le temps, l'affaire va se corser. D'autres études ont montré les mêmes résultats, je n'insiste pas là-dessus. Il y a une revue générale que j'ai citée ici. Alors finalement, voilà ma conclusion. Merci au DSM-5. Le DSM-5 nous fait enfin admettre que le binge eating disorder est vraiment un trouble mental et elle suggère que c'est une addiction comportementale. Alors j'ai emprunté ce petit dessin à Karine Clément et j'ai remplacé l'environnement, la génétique par l'impulsivité et la compulsivité. Le DSM-5 nous permet en fait d'envisager la personnalité comme non pas un phénomène très dichotomique, mais plutôt comme quelque chose d'hétérogène. On est tous faits de facettes, de traits et de dimensions qui sont diversement associés chez un même individu. Quand on aura une certaine, un certain assemblage, un certain mélange de ces différentes facettes, on pourra tomber dans l'addiction. Et à gauche, vous avez plutôt la désinhibition, et à droite, vous avez plutôt la rigidité cognitive. Donc à gauche, c'est plutôt les borderline, et à droite, c'est plutôt les personnalités obsessionnelles compulsives. Et donc, ce binge eating, au départ, on l'apprend, on est conditionné, on a peut-être une prédisposition génétique ou épigénétique, et puis les événements de vie, la trajectoire de vie, tout ce qui est psychotraumatisme ou carence affective, ça va fortement influencer ce conditionnement. Et donc finalement, ce binge eating disorder, il faut le voir comme une béquille. Les gens s'en servent pour ne pas tomber quand ils ont des problèmes. Alors, l'impulsivité expliquerait probablement la perte de contrôle, et puis la compulsivité, eh bien, c'est plutôt un excès de contrôle, la compulsivité. Donc ça va un peu dans l'autre sens, donc la combinaison est un peu délicate à comprendre. En tout cas, ça me paraît important, parce qu'il s'agit de comprendre pourquoi des gens vont passer de l'alimentation émotionnelle banale à des compulsions subsyndromiques puis au binge eating. La réponse, c'est probablement la sévérité des événements de vie, leur répétition, mais il y a peut-être aussi une prédisposition génétique ou acquise, épigénétique, à ce passage. Et puis, ça peut nous permettre aussi de voir la réponse au traitement de façon différente. D'abord, on devrait prendre en charge le binge eating comme toute addiction. Donc, on devrait se dire, il faut un sevrage. Et puis, quand on a fait un sevrage, eh bien, on a forcément une période très longue d'abstinence instable. Et il faut donc s'attendre à des récidives. C'est logique dans toutes les addictions en fonction des crises existentielles. Et puis enfin, ces différentes facettes de la personnalité pourraient fortement influencer l'observance et l'adhésion au traitement. Et nous, on a montré que la personnalité borderline, c'était le facteur numéro 1 de perte de vue. Et puis enfin, il faudrait adapter nos armes thérapeutiques à la situation. Et je suis obligé de reconnaître, avec la neuroimagerie fonctionnelle du cerveau, que la chirurgie bariatrique, elle a un effet de sevrage. Ça me consterne, mais c'est comme ça. Le problème, c'est qu'on pourrait bien avoir un changement d'addiction, et on l'observe en clinique. On voit une montée de l'addiction à l'alcool, l'alcoolisme, on voit la réapparition du tabac. Nous, on a une balance entre je recommence mon binge ou je me remets à fumer. C'est l'un ou l'autre. On aurait évidemment besoin de médicaments pour les formes sévères de binge eating disorder, spécifiques. Pourquoi pas envisager des séjours de sevrage, comme on fait pour les alcooliques. Pourquoi pas avoir des SSR adaptés. Et puis enfin, évidemment, il faut une psychothérapie. On ne va pas traiter le binge eating disorder ou même les compulsions subsyndromiques avec des bons conseils et des régimes. Et puis enfin, malheureusement c'est difficile, comme le dit ma psychiatre, qui a bingera, qui a bu, boira. Merci de votre attention.